Bien, chers amis, bonjour. Merci de nous rejoindre. Nous sommes très nombreux autour de la commissaire Maria Gabriel, que je remercie infiniment d'avoir trouvé le temps de nous consacrer une heure à discuter et à présenter les sujets dont elle est en charge à la Fondation, à la Commission européenne et qui intéressent beaucoup la Fondation Robert Schuman, les sujets de jeunesse, d'innovation, d'enseignement. Et nous avons choisi de lui donner la parole et d'essayer de dialoguer avec elle aujourd'hui pendant une heure. Merci infiniment, Madame Gabriel. Vous êtes une des personnalités au cœur du projet Next Generation EU, c'est-à-dire en français la nouvelle génération d'Européens, qui doit s'emparer du projet et du plan de relance européen qui est exceptionnel par son ampleur, 750 milliards d'euros, exceptionnel par les méthodes choisies aussi, réorienter les politiques européennes autour, bien sûr, de l'environnement, mais aussi de l'innovation au profit de la jeunesse. Et c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que nous sortons en Europe d'une crise sanitaire qui a eu un impact très négatif sur les jeunes générations en particulier. Or, l'Europe et l'Union européenne, le projet européen, c'est se tourner vers l'avenir, c'est investir dans la jeunesse, bien sûr dans l'éducation, bien sûr dans la formation, mais aussi dans l'innovation et les nouvelles technologies. C'est la raison pour laquelle tous ces sujets dont vous êtes en charge, et je connais votre engagement, puisque c'est votre deuxième mandat de commissaire européen, quand vous n'êtes pas en Bulgarie, dans votre pays d'origine, pour expliquer les politiques européennes, vous parcourez l'Europe pour essayer de mobiliser les innovateurs, la jeunesse autour de votre projet. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous cède tout de suite la parole en attendant d'engager le débat avec tous nos auditeurs qui sont très nombreux. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Jean-Dominique, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je voudrais remercier la Fondation Robert Schuman et vous personnellement, Monsieur le Président, de cette invitation parce que c'est une véritable opportunité pour moi de pouvoir, d'une part, partager quelles sont nos dernières initiatives et en même temps aussi de pouvoir échanger avec vous sur ce que nous devons encore améliorer, quels sont les enjeux et comment ensemble on peut y parvenir. Donc, évidemment, d'abord, je me réjouis du fait qu'au sorti de la crise, nous avons tiré quelques leçons et parmi ces leçons principales, c'est en effet le rôle crucial de la recherche, de l'innovation et de l'éducation pour la reprise, mais aussi après pour avoir des sociétés et des économies plus résilientes. La première leçon, et même pendant la crise, était à quel point nous avons besoin de la recherche, de l'innovation et de l'éducation. Si nous avons réussi à avoir le premier vaccin de BioNTech Pfizer, c'était justement parce que des années avant, nous avons investi stratégiquement dans la recherche fondamentale. Dès lors, il est absolument nécessaire de continuer dans ce sens-là. La deuxième chose, c'est que la recherche, l'innovation et l'éducation ne sont pas là uniquement pour la sortie de la crise sanitaire, elles sont là pour nous aider dans les transitions écologiques et numériques. Et pour cela, nous avons aussi des initiatives très, très concrètes. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce que nous disons pour la reprise, c'est qu'elle doit être plus inclusive, elle doit être plus verte et plus numérique, et ce sur le long terme. Dès lors, la recherche, l'innovation et l'éducation sont des vecteurs primordiaux de ce processus. Et dans cette optique, oui, notre regard à tous est rivé sur les plans nationaux, dans les plans de résilience que nos États membres, dans la majorité, ont soumis. Il manque encore 3 États. Et je dois partager avec vous quelque part en exclusivité, notre première analyse montre que les États vont en effet investir massivement dans la recherche, l'innovation et l'éducation. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. La France particulièrement se révèle ambitieuse dans des domaines d'avenir, quand on parle de l'hydrogène vert, quand on parle des mobilités durables, des technologies quantiques, et tout ceci vraiment dans un esprit de mobiliser la recherche et l'innovation au service de la double transition, et je me réjouis.
Dès lors, notre première question était comment, avec le nouveau programme Horizon Europe, nous pouvons nous projeter mieux dans l'avenir. Et je suis contente de partager avec vous que d'une part, nous avons des bases très solides, ensuite de dire que nous avons besoin de vous pour pouvoir mener à bonne fin ce que nous avons introduit avec le programme. La première bonne nouvelle, c'est évidemment le budget. Le budget pour le programme Horizon Europe s'élève à la hauteur de 95,5 milliards d'euros, ce qui en fait le plus grand programme au monde pour l'investissement public dans la recherche et l'innovation. C'est la même chose pour le programme Erasmus+. Nous avons réussi à doubler le budget, 28 milliards d'euros, ce qui nous permet de dire que si depuis la création du programme en 87, 10 millions de citoyens européens ont bénéficié du programme, maintenant notre ambition, c'est que 10 millions d'autres citoyens bénéficient seulement pour les 7 prochaines années. Donc vous voyez qu'il y a un changement de vitesse et je pense que c'est un bon message à la fois pour la jeunesse, mais aussi pour tous les autres qui participent et je reviendrai dans cela. Comment maintenant, avec le programme Horizon Europe, nous positionnons la recherche et l'innovation dans ce processus de relance européen? La première chose, c'est, comme je l'avais dit, nous avons un programme qui est solide d'un point de vue budget. C'est aussi un programme qui donne de la prévisibilité. N'oublions pas qu'il s'étale sur 7 années, donc ce qui va nous dire que pendant les 5 prochaines années, nous allons soutenir les chercheurs et les innovateurs. Ensuite, nous voulons cette fois que le programme soit plus simple, plus structuré, avec une idée, avoir plus d'impact dans la vie quotidienne de nos citoyens. C'est ainsi que le programme est divisé en 3 piliers. Un premier pilier avec un soutien à la recherche fondamentale. Ici, nous avons le Conseil européen de la recherche, notre joyau dans la couronne, notre petite fierté. Nous avons également ici un accent très fort sur la mobilité des chercheurs avec le programme Marie Skłodowska-Curie. C'est très important qu'on continue à parler de l'espace européen de la recherche comme un espace qui est fait pour et par les chercheurs. Parce que nous l'avons vu, y compris pendant la crise, que la recherche, elle est fondamentale pour pouvoir réagir rapidement dans des crises, mais aussi après pour créer des emplois, pour soutenir nos économies jusqu'à nos industries et les technologies disruptives. Ensuite, nous avons un deuxième pilier dans lequel il y a 2 éléments principaux. D'abord, ce qu'on appelle les partenariats privés-publics. Ce sont nos partenariats avec les partenaires industriels. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons réduit sensiblement leur nombre. Nous sommes passés de 120 partenariats à 49 parce que justement, nous voulons plus d'impact, nous voulons de la coordination et nous voulons des synergies pour qu'on puisse à ce moment-là contribuer à ce que la recherche travaille main dans la main avec l'industrie pour à ce moment-là, et comme nous l'avons vu pendant la crise, on puisse travailler pour notre souveraineté technologique, pour qu'on puisse s'ouvrir à toutes les régions, aux petites et moyennes entreprises, pas que les grands, et ainsi contribuer à avoir des écosystèmes qui permettent à la fois que le potentiel partout en Europe puisse se développer, mais aussi en même temps d'apporter à l'Europe un véritable leadership dans des domaines qui parfois sont sensibles, je l'admets. La deuxième grande nouveauté, c'est les missions. Les missions s'articulent autour de 5 sujets, la mission pour la lutte contre le cancer et 4 autres missions qui sont liées directement à notre objectif de la lutte contre les changements climatiques. C'est la mission pour l'adaptation climatique, la mission consacrée aux villes intelligentes, les villes climatiquement neutres, c'est la mission pour la préservation de nos eaux, autant des mers, des océans que les eaux internes, et la mission sur les terres, sur l'agriculture, sur la manière dont nous allons pouvoir parler de plus en plus de bioéconomie et d'économie circulaire. Donc, ce qui est nouveau avec les missions, et nous avons encore beaucoup de travail, c'est que nous changeons d'approche. L'idée très simple de dire avec les missions, le message qu'on envoie est que parce que des actions ont été entreprises au niveau européen, il va y avoir des changements positifs dans la vie quotidienne de nos citoyens, ce qui implique que ça ne sera pas uniquement le programme Horizon Europe qui va
permettre d'atteindre les objectifs. Dès lors, la question des synergies à la fois avec les autres commissaires, mais aussi avec les autres instruments et politiques de l'Union s'impose. Et ensuite, surtout, nous voulons que les missions soient des missions vécues en tant que telles par chacun des citoyens, que ce soit des missions qui inspirent les citoyens, qui suscitent leur adhésion et que c'est eux ensuite qui sont impliqués dans le processus de mise en œuvre. Le troisième pilier du programme, c'est l'innovation. Pour la première fois, nous avons un pilier entièrement dédié à l'innovation. Notre objectif est très clair. On voudrait construire un écosystème d'innovation pan-européen pour favoriser la cohésion, pour améliorer l'accès au financement des startups et des PME innovantes, de construire en soi un marché européen de l'innovation et de favoriser la culture d'entrepreneuriat. Pour cela, nous avons notre grande ambition avec le Conseil européen de l'innovation, une des nouveautés du programme Horizon Europe. Il est doté d'un budget de 10 milliards d'euros. Et ce que nous avons comme objectif, c'est que ça devienne la fabrique européenne d'unicornes. Vous savez que l'Europe a ici accéléré le processus. Je n'aime pas l'expression que nous sommes en retard. Je pense que nous avons juste un potentiel qui doit être développé davantage. Et vous le savez, avec le Conseil européen de l'innovation, pour la première fois, on n'investit pas dans des projets, mais dans des compagnies pour justement être là à ce moment critique quand il y a la fameuse vallée de la mort qui va leur permettre de rester en Europe, de créer des emplois en Europe, de se développer en Europe. Dans ce contexte, ce qui est très important, c'est la synergie avec l'Institut européen de l'innovation et de la technologie. J'en parle parce que l'Institut européen de l'innovation et de la technologie a cette spécificité d'incarner le triangle de la connaissance. La recherche, l'éducation et l'innovation sont là dans une approche décentralisée. Ils fonctionnent avec des communautés de l'innovation et de la communication. Et je pense que nous devons ici continuer à bâtir des synergies entre l'Institut et le Conseil. Évidemment, ça me permet aussi de passer très rapidement par le quatrième élément qui est transversal et qui concerne justement l'aide que nous apportons à ces pays qui n'ont pas encore les capacités nécessaires pour être parmi les plus performants. C'est la fameuse widening part dans le programme Horizon Europe. La bonne nouvelle, c'est que nous avons triplé le budget. De 900 millions d'euros, nous sommes passés à 3,3 milliards. Ici, la question, ce serait véritablement de pouvoir donner la possibilité à chaque membre, à chaque région, de pouvoir avoir du succès avec le programme Horizon Europe. Et tout ceci, évidemment, est lié avec les questions de l'éducation. Qu'est-ce que nous avons vu pendant la crise? D'abord que nous allons parler de plus en plus de l'éducation numérique. Attention, attention, nous devons toujours veiller au bon équilibre. Les nouvelles technologies ne vont jamais remplacer ce contact homme à homme, le contact social, émotionnel ne vont jamais remplacer le rôle des enseignants, mais il est vrai qu'aujourd'hui, nous devons travailler sur deux grands aspects et les deux se retrouvent comme les deux piliers de plan d'action de l'éducation numérique que j'ai proposé l'année dernière. Le premier pilier, nous devons continuer à investir dans les infrastructures, avoir des équipements de qualité, avoir de la connectivité, notamment aussi dans les zones rurales ou les zones éloignées. La deuxième chose, nous devons véritablement ici accélérer le processus afin que les citoyens puissent avoir des connaissances et des compétences numériques. Je vous donne juste l'exemple, 50% de nos enseignants en Europe ont partagé que pendant la crise, c'était leur première expérience avec les nouvelles technologies. Nous avons vraiment ici besoin d'avoir des citoyens qui ne voient pas les compétences numériques juste comme quelque chose qui leur permet de surfer sur Internet. Et c'est lié à nos valeurs démocratiques. Nous devons avoir des citoyens qui pensent critique, qui peuvent faire des choix informés, qui peuvent différencier la désinformation de ce qui doit être véritablement. Et donc, avec le plan d'action de l'éducation numérique, nous avons mis les moyens nécessaires pour pouvoir y travailler. À ce titre, en lien, quand on parle de l'éducation, évidemment que je ne peux ne pas partager avec vous nos plans pour l'enseignement supérieur. Les universités sont vraiment clés, ce sont des moteurs de notre futur. Nous avons maintenant une très bonne initiative, c'est les alliances universitaires européennes. Vous savez que c'est un projet pilote. Nous avons 41 alliances avec 280 universités.
Ils doivent travailler ensemble pour nous proposer notre vision opérationnelle et fonctionnelle des universités européennes du futur. Cela veut dire de s'attaquer à des problèmes qui sont là depuis plus de 20 ans, quant à la reconnaissance des diplômes, quant à l'interopérabilité, de proposer des parcours flexibles à nos étudiants qui font que dès le départ, ils ont aussi une expérience pragmatique, pratique, et c'est pour cela que les universités européennes se distinguent avec cette approche très holistique qui est basée sur les universités qui proposent des solutions à des défis et ne font pas juste de la formation. Ça implique une véritable coopération depuis le début avec le secteur privé. La recherche et l'innovation sont main dans la main avec l'éducation et évidemment un travail de coopération avec les régions. Cette année, nous voulons proposer une stratégie européenne pour les universités. Je me réjouirai d'entendre aussi vos avis dans quoi nos universités doivent s'attaquer. Il est clair que nous devons travailler sur leur connectivité, sur l'inclusion, sur leur positionnement sur la scène nationale, mais je pense que pour cela, nous avons véritablement de bonnes bases, d'autant plus que notre objectif reste le suivant, d'ici 2025, d'avoir un espace européen de l'éducation. Cet espace européen de l'éducation, évidemment, implique de prêter autant attention aux universités qu'aux nouvelles technologies et la manière dont nous intégrons ces défis dans notre processus de l'éducation pour pouvoir offrir des possibilités à nos étudiants, mais aussi en même temps de pouvoir positionner l'Europe dans ce domaine. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je finis avec la dernière chose très concrète. Les programmes de travail sont adoptés. Le programme Horizon Europe, depuis la semaine dernière, est ouvert à des appels à propositions, 14,7 milliards d'euros pour le programme de travail 2021-2022. Le programme Erasmus, les premiers projets sont lancés. Nous avons beaucoup de nouveautés. J'espère que nous allons les populariser davantage pour qu'à ce moment-là, les académies européennes des enseignants ou encore les centres d'excellence pour l'éducation professionnelle puissent avoir lieu et puissent être mis en œuvre. Mais pour cela, chacun de nous peut y contribuer. Je finirai sur cette note-là. Nous avons maintenant des programmes qui sont solides, qui sont avec beaucoup de nouveautés. L'enjeu pour moi reste de pouvoir les populariser pour que justement ceux qui en ont le plus besoin et pas ceux qui connaissent le circuit d'information puissent avoir accès et puissent en profiter. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame le commissaire, chère amie, de cette très claire et de cette présentation très attrayante. Donc, beaucoup de questions déjà de deux catégories. Il y a des questions de spécialistes, des gens qui connaissent déjà les programmes européens, et puis des questions plus générales. Vous avez évoqué tout à l'heure la question du cancer et les missions que vous mettez sur pied. Il y a des questions. Avez-vous une impression, une vision de la recherche justement contre le cancer? Un de nos spectateurs dit la mortalité en Europe du fait des cancers augmente. Comment ça se fait? Est-ce que la recherche est en retard? Est-ce que nous sommes en avance? Avez-vous un sentiment sur ce sujet? Oui, et je voudrais vraiment vous remercier. Je vois également dans le chat la question. Très rapidement, je vois que une partie de la question porte sur les vaccins ARN messagers et que cela représente un espoir. Je le confirme. Moi-même, j'étais en contact avec Ugur Sahin depuis février 2020. Je pense avoir été parmi les premiers qui ont cru en eux, qui les ont soutenus dans ces moments où ils n'étaient absolument pas sur le devant de la scène. Et je sais exactement que lui et son équipe, cela fait des années qu'ils travaillent sur ce messager ARN, justement dans le domaine du cancer. Et c'était quelque part une parenthèse, le fait qu'ils ont réorienté leur recherche pour avoir le vaccin, mais il est vrai que leur grand objectif reste de travailler dans cette direction-là. Surtout, ce qui est très encourageant, c'est qu'attention, quand on parle du cancer, on parle de plus de 200 différentes formes de cancer.
il n'y aura jamais un traitement pour tous les cancers. Et justement, c'est ça qui est très encourageant avec Ugur Sahin et son équipe, c'est qu'il se focalise sur 4 types de cancers. Et je pense que nous devons continuer, pas seulement à les suivre, mais à les soutenir. Et tel est l'objectif aussi du programme Horizon Europe. 2 éléments très concrets. La première chose, le cluster santé va être sensiblement renforcé. Donc, nous allons continuer à soutenir la recherche dans le domaine du cancer. La deuxième chose très concrète, c'est justement la mission sur le cancer. La mission, elle a exactement cet objectif. D'abord, de proposer un plan de mise en œuvre où les premières actions qui vont convaincre vont être mises en place. Et c'est ainsi qu'on va voir que parce qu'il y a eu une action coordonnée au niveau européen, nous devons continuer dans ce sens-là. Je rappelle, la mission sur le cancer, septembre dernier, le board nous ont donné leur rapport avec les recommandations précises. Qu'est-ce qu'on doit faire dans les 15 différentes actions qu'ils ont proposées. En ce moment-là, et je le dis parce que c'est cette semaine que nous espérons le finaliser, nous sommes en train de finaliser les plans de mise en œuvre pour rapidement identifier quelles sont les premières actions qui vont convaincre à la fois le Parlement européen, parce que je rappelle, le Parlement nous a dit 10% du budget annuel d'Horizon Europe dans le cadre du deuxième pilier. Deuxième chose, les missions, c'est la période 2021-2024. Et c'est chaque année que vous devez montrer qu'il y a des résultats pour obtenir l'accord, pour avoir le budget pour l'année suivante. Donc, c'est pour ça qu'il y a un intense travail en ce moment-là qui est fait pour qu'on puisse démontrer que nous sommes capables d'avancer dans cette direction-là. Un exemple très concret qui fait partie des recommandations de la mission, c'est d'avoir une plateforme européenne où nous avons les données nécessaires pour qu'on avance plus rapidement. Nous ne l'avons pas pour le moment. Donc, je pense que c'est par des exemples très précis comme ça qu'on arrivera pas seulement à continuer à investir dans la recherche, mais surtout d'avoir les données, d'assurer l'accès à ces données et ainsi évidemment travailler à des espaces de données où les chercheurs et les innovateurs peuvent travailler ensemble. Très bien. Alors, chère Madame le commissaire, il y a une autre question qui peut peut-être vous permettre d'expliquer davantage comment peut-on aider les jeunes startups. Vous en avez parlé. Il y a une question notamment qui m'a été envoyée par l'équipe de Robo Lyon, qui fait partie des 20 équipes mondiales qui sont en finale cette semaine dans le cadre de l'Innovation Challenge 2021. Et donc, bien sûr, beaucoup de jeunes chercheurs, de jeunes start-upers sont très avides d'avoir quelques détails sur ce que vous avez expliqué tout à l'heure, votre volonté d'être auprès des entreprises les plus petites, de leur éviter le couloir de la mort, c'est-à-dire la deuxième phase de financement. Qu'est-ce que vous avez pu mettre au point de nouveau en la matière au niveau européen? Alors, la grande nouveauté, c'est le Conseil européen de l'innovation. Il se divise en 2 instruments, le fameux Pathfinder, éclaireur, et ensuite l'accélérateur. Évidemment, le premier, il finance de l'idée au produit, au prototype. L'autre instrument, l'accélérateur, permet à ce moment-là à ce que le produit puisse créer des marchés, puisse vraiment à ce moment-là grandir. Je rappelle que des 10 milliards du budget pour le Conseil européen de l'innovation, 70% sont pour les startups et les petites et moyennes entreprises. J'attire l'attention sur quelque chose de nouveau. Maintenant, je conviens qu'avoir 2 fois par an des appels à projets, ensuite d'attendre encore des mois, les nouvelles technologies sont allées ailleurs, les nouvelles technologies sont passées à une autre phase. L'une des nouveautés avec le Conseil européen de l'innovation, c'est que vous pouvez soumettre votre projet à n'importe quel moment
Et en espace de 2 semaines, vous pouvez avoir l'avis, est-ce que ça s'inscrit dans la logique du Conseil européen de l'innovation pour ensuite disposer de 4 semaines de pouvoir développer. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. La deuxième, c'est qu'à part le financement, le Conseil européen de l'innovation propose des services justement de conseil, de mise en networking, de pouvoir à ce moment faire des matchmaking sessions. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Dans ce contexte, j'attire l'attention que très prochainement, nous allons avoir le forum du Conseil européen de l'innovation où ensemble avec vous, nous allons discuter de qu'est-ce qui doit encore être amélioré, sur quoi il faudrait davantage insister et j'invite tous à participer. Maintenant, je suis parfaitement consciente que le EIC et le EIT ne sont pas suffisants. C'est pour cela que je prône la création d'un système européen de l'innovation. N'oublions pas, nous avons un espace européen de la recherche, nous avons un espace européen de l'éducation, nous n'avons pas un espace européen de l'innovation. Et c'est pour cela que maintenant, depuis plusieurs mois, j'ai engagé un processus de co-création. C'est-à-dire, je pense que si on veut avancer dans l'innovation, il faut donner la voix aux innovateurs. Nous avons une nouvelle génération d'innovateurs et ici, l'Europe doit davantage se positionner dans le domaine de la deep tech, justement parce que nous sommes leaders en sciences et parce que la deep tech est ce monde à la frontière entre la science et la technologie, que l'Europe peut reprendre cette quatrième vague de l'innovation et être le leader. Pour cela, je les ai écoutés, j'ai créé un groupe avec les unicornes, j'ai créé un groupe avec ce qu'on appelle les leaders des écosystèmes d'innovation. Nous avons l'initiative Scale Up du président Macron. En espace de 2 mois, ils sont venus avec des propositions très concrètes. On peut identifier quelques grandes lignes auxquelles, en ce moment, avec mon équipe, on est en train de s'attaquer, de les analyser et de proposer des solutions. Évidemment qu'il faut s'attaquer à la fragmentation des écosystèmes d'innovation. Aujourd'hui, quelque part, c'est dommage, mais c'est plus facile d'aller chercher un investissement aux États-Unis que dans une autre région européenne. Il va falloir vraiment qu'on s'attaque à cette fragmentation et à la connectivité entre les différents écosystèmes. Évidemment que cela passe par une régulation qui est plus innovation friendly. Il y a vraiment nécessité ici de plus de flexibilité, de voir qu'est-ce que nous faisons du principe de l'innovation. Évidemment, le troisième sujet, c'est de s'attaquer à la question des talents. Nous devons être là pour eux. Je vois dans le chat la question qui passe sur les visas start-up. Ça fait partie des propositions concrètes. Avec mon équipe, nous sommes en train aussi de regarder très attentivement. Et au final, évidemment, il faut saisir le deep tech, il faut saisir les technologies vertes pour que l'Europe soit technologiquement souveraine, pour qu'elle puisse être toujours à la pointe des technologies vertes et à ce moment-là, donner encore plus de possibilités aux startups et à ces petites et moyennes entreprises. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est un processus qui a commencé maintenant il y a quelques mois. Nous avons des propositions concrètes que nous sommes en train d'analyser. Notre objectif est de voir comment, avec les instruments existants, nous pouvons déjà combler certaines des déficiences, mais aussi quelles sont les nouvelles actions que nous devons entreprendre. Et pour cela, je dois le dire, je continue à compter sur vous. Vous avez l'expérience, vous avez les idées. N'hésitez pas à continuer à les partager avec nous, y compris via le forum du Conseil européen de l'innovation. Merci beaucoup pour ces réponses très complètes. Il y a une question sur les drones qui m'inspire une réflexion peut-être plus générale. Le programme Horizon Europe concerne-t-il aussi des technologies à usage dual, c'est-à-dire militaire et civil, et comment cela fonctionne-t-il? Êtes-vous favorable au financement et au soutien de technologies qui peuvent servir à la fois, bien sûr, dans les déclinations économiques et civiles, et puis aussi à nos militaires des différentes armées? Alors, je pense que cette question doit nous être adressée conjointement avec le commissaire Breton.
parce que vous savez qu'il est aussi responsable de cette partie. Dans le programme Horizon Europe, nous finançons la recherche vraiment à destination civile, mais vous savez que maintenant, nous sommes tous conscients qu'il y a des domaines stratégiques dans lesquels l'Europe doit quelque part revoir son approche et après pouvoir à ce moment-là avancer dans ce domaine en prenant en compte nos valeurs, nos principes. Et c'est pour cela que je pense qu'il est nécessaire ici, d'une part, de faire un usage très attentif de l'article 22.5 du programme Horizon Europe, justement parce qu'on parle de domaines stratégiques, de domaines sensibles, mais où, je le rappelle, s'il y a un changement, ça doit être avec des arguments solides, ça doit être traité au cas par cas, et ça doit avoir l'accord de tous les États membres. Et justement sur cette base, de pouvoir à ce moment voir comment avec le commissaire Breton, certaines technologies ou projets puissent voir le jour ou être tout simplement prolongés. De mon côté, ce que je pense, c'est que je pense qu'il faut d'abord voir avec l'expérience acquise, avec nos forces, dans quoi on peut avancer rapidement, et ensuite de voir s'il y a des nouveautés et comment on se positionne par rapport à eux. Ce qui est clair, c'est que pour le programme Horizon Europe, les principes comme l'ouverture, le partenariat international, mais en même temps, vous vous rappelez qu'on a proposé une nouvelle approche globale en matière de recherche et d'innovation, la première depuis 2012. Nous disons que nous voulons travailler aussi avec des pays avec lesquels on partage les mêmes valeurs, avec lesquels on a un niveau technologique et de sciences semblable et sur lesquels on sera sûr que quand on s'engage, le level playing field, la réciprocité, ce sera des principes respectés et pas seulement des principes affirmés. Mais alors justement, il y a plusieurs questions concernant le Royaume-Uni. Gardons-nous des relations étroites en matière de recherche avec le Royaume-Uni, puisqu'on sait que les laboratoires britanniques étaient, avant le Brexit, très, très impliqués dans tous les programmes européens. Est-ce que le Brexit nous enlève quelque chose aux programmes européens? Est-ce que nous gardons des liens? Quelle est un peu votre doctrine en la matière? Alors, d'abord, il faut faire la part des choses entre le programme Horizon Europe et le programme Erasmus+, parce que pour Erasmus+, c'est le Royaume-Uni qui a pris la décision de ne pas y participer. Nous regrettons cette décision, ce qui fait que maintenant, la seule partie qui est ouverte au UK dans le cadre du programme Erasmus+, c'est la partie internationale où nous avons les Erasmus Mundus, les Joint Master Degrees, nous avons à ce moment-là les actions Jean Monnet et la grande nouveauté, c'est que cette fois, nous allons aussi avoir des coopérations dans le domaine de la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Mais nous sommes tous conscients que cette partie internationale, c'est une partie minime. Maintenant, la décision était unilatérale. De notre côté, nous restons toujours ouverts pour tout changement positif. Pour ce qui concerne le programme Horizon Europe, le pays a exprimé son souhait d'être un pays associé, de la forme la plus étroite de coopération. Le processus n'est pas encore finalisé, donc ce qui fait que le UK peut et continue à participer à la fois dans le premier pilier, la recherche fondamentale, dans les partenariats. Maintenant, il y a quelques limitations pour le Conseil européen de l'innovation, pas pour toutes les actions. Il y a vraiment des limitations qui sont bien précisées. Je pense qu'il faut tout simplement continuer à discuter avec eux parce que l'un des exemples auxquels je pense spontanément, c'est qu'est-ce qui se passe avec les alliances universitaires. Nous avons ici des partenaires britanniques. C'est une initiative qui est censée aussi ici durer. Je pense qu'il faut à ce moment-là qu'on ne soit pas naïf, qu'on puisse continuer de discuter avec eux, mais je pense que dès le départ, et là je dois saluer l'extraordinaire travail de Michel Barnier, nous avons été très clairs, pas de cherry picking. Quand il y a un engagement, cet engagement s'inscrit dans la durée et avec des règles claires, et tel est le cas aussi avec le programme Horizon Europe. Le programme Erasmus+, j'ai exposé quelles sont les limites et qu'est-ce qui n'est pas possible de faire pour le moment. Il y a une question sur le chat qui peut-être vous permet de prolonger ce que vous nous avez dit.
y a-t-il vraiment, dit la question, une baisse générale du niveau d'éducation en Europe par rapport à l'Asie ou à d'autres continents? Quelle appréciation portez-vous? Je sais qu'elle est plus positive que cette question un peu pessimiste. Alors, je ne pense pas qu'il y a une baisse générale significative, mais il est vrai que maintenant est venu le moment d'avoir une image très claire de la situation dans chacun des États membres. Et c'est pour cela que vous vous rappelez, au mois de mai, j'ai lancé un groupe d'experts sur la qualité des investissements dans l'éducation. Il nous faut aujourd'hui rapidement identifier quels ont été les investissements qui ont véritablement apporté des résultats. Ensuite, de bien différencier les situations. N'oublions pas que les points de départ des différents pays ne sont pas les mêmes. Et justement parce qu'aujourd'hui, nous avons le plan d'action de l'éducation numérique, l'espace européen de l'éducation, le programme Erasmus+, les investissements dans l'éducation avec le Next Generation et le plan de résilience, nous avons besoin maintenant de décider de la qualité de ces investissements, de pouvoir prendre en considération les spécificités des différents États et parce qu'au niveau européen, il y a une véritable ambition d'y arriver. Donc, je pense que c'est tout ce que nous faisons depuis un an avec l'espace européen de l'éducation, avec la coordination dans le cadre du plan d'action d'éducation numérique, il va dans ce sens-là. C'est pour cela qu'il y a des questions qui sont sensibles et il faut vraiment les adresser. Je suis contente que maintenant le programme Erasmus+ sera plus inclusif parce qu'il ne va pas seulement s'adresser aux universités. Pour la première fois, il s'adresse aussi à l'école secondaire. C'est là où on forme notre personnalité, notre respect pour les valeurs européennes, cette ouverture envers l'expérience des autres. C'est aussi là qu'on a besoin d'avoir des enseignants qui ont accès à des formations de qualité pour que justement ensuite un bon enseignant peut faire des merveilles avec des jeunes gens talentueux. La même chose quand on parle de nos universités, il va falloir qu'on discute de comment ils veulent se positionner dans ce nouveau monde. Il va falloir s'attaquer à des sujets qui sont sensibles sur les classements des universités, sur l'évaluation des carrières des chercheurs. Les carrières des chercheurs au jour d'aujourd'hui en Europe sont évaluées sur la base des publications. Comment motiver un chercheur de davantage s'impliquer dans des activités d'enseignement, d'avoir le open science parce que ce n'est pas valorisé. Donc, je pense que ces questions-là méritent d'être posées au niveau européen et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'ici la fin de l'année, ces questions-là se retrouvent tous dans des documents. C'est exprès que je ne les cite pas parce que je pense que quand on dit recommandation du Conseil, ça ne dit rien aux gens en dehors de la Brussels Bubble. Une question qui, moi, me tient à cœur aussi, pour pouvoir encore élever le niveau de l'éducation, je pense qu'il faut innover. C'est pour cela que je propose un cadre européen sur les microcrédits. N'oublions pas, ce sont ces petites formations qui, parce qu'ils ne sont pas valorisés, ne permettent pas à des personnes de pouvoir à ce moment avoir une trajectoire personnelle, professionnelle encore plus flexible, qui leur donne accès à de nouvelles compétences, qui leur permet de valoriser leur parcours. Et je suis contente que nous sommes très avancés maintenant sur cette question-là. Telle est mon intention d'ici la fin de l'année, de pouvoir le proposer à nos ministres et de travailler sur la reconnaissance de ces mini-formations, sur la manière dont on peut attirer un public qui n'est pas le public habituel des universités et à ce moment-là, parler véritablement de reskilling, upskilling et compétences de base qui permettent d'avancer. Ça, ce sont des exemples très concrets sur lesquels on travaille. On est bien avancé, je dois dire. Merci beaucoup parce que dans votre réponse, vous avez déjà répondu à plusieurs questions du chat. Et je vous en remercie de cette vision globale qui ne concerne pas que l'enseignement supérieur. Et vous savez que l'ancien député européen Jean Arthuis, qui a dû prendre contact avec vous, a des projets pour l'automne, justement pour la formation professionnelle, les apprentis, et qui a, je crois, tout votre soutien. Donc, merci de ces réponses. Alors, si je peux me permettre une question d'intérêt personnel, vous savez, je suis un des fondateurs de la Fondation de la mer, et donc quand vous avez parlé de la mission eau salée et eau douce, bien sûr, j'étais extrêmement intéressé parce qu'il s'agit
protection des océans avec votre collègue commissaire qui est en charge d'une question majeure pour la protection de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de cette mission eau, comment elle va travailler, quel est son objectif? Oui, juste un petit mot sur la formation professionnelle. Je pense que c'est vraiment très important et Jean-Arthur et tous les autres qui travaillent dans ce domaine ont mon soutien parce que je rappelle que presque 18% du budget du programme Erasmus+ sera dédié à la formation professionnelle et j'attire de nouveau l'attention sur en ce moment, il y a un appel à projet qui est ouvert, 44 millions d'euros, pour créer dans chacun de nos États membres des centres d'excellence de la formation professionnelle, justement pour pouvoir établir un réseau européen où on va pouvoir échanger des bonnes pratiques et on va pouvoir avoir des initiatives conjointes. Parce que la formation professionnelle n'est décidément pas développée au même niveau dans tous nos États membres. La deuxième chose sur les maires, je pense que c'est primordial qu'on puisse travailler sur la préservation des eaux des mers. N'oublions pas aussi que quand on parle des zones côtières, on parle quand même de presque 30-40% de notre population. Il va falloir qu'on y travaille. Et je suis contente, d'abord parce qu'avec le commissaire Sinkevičius, nous avons un excellent partenariat. Justement, lui, il était l'un des premiers à soutenir la mission sur la préservation des eaux, des mers, des océans. Maintenant, dans les recommandations de la mission, il y a des recommandations qui sont très concrètes. D'une part, un exemple très concret, on va faire un digital twin. Par exemple, la recherche va nous permettre d'avoir ce jumeau numérique qui rapidement nous donnera, pas accès seulement à des infos, mais aussi rapidement de voir quelles sont les tendances et comment, avec les données de la recherche, on peut plus rapidement intervenir. Ça fait partie de l'un des projets qui a été sélectionné déjà dans le cadre du premier appel sur le Green Deal que nous avons lancé avec le programme Horizon 2020. Ensuite, nous avons, dans le cadre de la mission, il va y avoir beaucoup d'activités qui sont liées à l'éducation. Si je donne que des exemples précis, parce que le sujet est l'un des plus grands sujets qu'on peut avoir. N'oublions pas, l'une des nouveautés du programme Erasmus+, c'est d'avoir un Erasmus bleu. Justement, les jeunes qui n'ont pas seulement des idées ce qu'il faut faire, mais qui ont envie de s'impliquer dans des projets pour la protection des mers, ils peuvent le faire dorénavant avec le nouveau programme Erasmus+. Donc, je pense que maintenant, ce que nous devons continuer à faire, c'est vraiment de disposer d'une base de recherche avec des données qui soient accessibles pour donner la possibilité à nos innovateurs, à nos startups, mais aussi à nos chercheurs de nous proposer des solutions, de ne pas oublier la partie éducation, parce que pour pouvoir trouver des solutions aux défis liés à la mer, il nous faut des gens qui ont les compétences nécessaires, et ensuite, y compris, de s'attaquer à certains secteurs qui jusqu'ici n'ont pas été aussi développés. Je pense à l'une des recommandations dans la mission sur les mers, c'est de prêter attention au secteur culturel et créatif dans ces zones-là, parce qu'on parle d'une véritable source d'emploi, de revenus, mais il est vrai que nous avons besoin de l'innovation, nous avons besoin des citoyens pour pouvoir faire quelque chose de nouveau qui les convainque davantage. Merci beaucoup, réponse très convaincante, merci. Donc, alors, un de nos spectateurs est très insistant pour savoir comment vous travaillez avec le Parlement européen. Il nous dit que le Parlement devrait se doter d'un conseil scientifique pour éviter le lobbying, etc. Bon, une idée parmi d'autres. L'expert du Parlement que je suis est un peu sceptique, mais ça ne fait rien. Comment ça se passe, le développement? Vous évoquiez tout à l'heure justement que les missions vont être obligées d'être ressoutenues et revotées par le Parlement au milieu d'une période de 7 ans, en réalité. Quelle est votre expérience? Vous connaissez parfaitement le Parlement européen, et donc je sais que vous n'avez pas de soucis dans votre travail avec lui, mais quelles leçons vous en tirez? S'il y a une institution qui, depuis le début de la crise, insiste ensemble avec la Commission sur le rôle de la recherche, sur la nécessité d'avoir
un financement qui va dans la bonne direction, aux bons endroits, au bon moment, c'est justement le Parlement européen. Je ne suis pas sûre que les traités actuels permettent à ce qu'il y ait un conseil scientifique. En tout cas, voici une idée pour la conférence sur le futur de l'Europe. Lancez-la, n'hésitez pas, c'est le moment où ça se passe. Il est vrai que moi, de mon côté, j'ai vraiment un rapport privilégié avec le Parlement européen parce que c'est un véritable allié. Si aujourd'hui on a un budget si fort pour le programme Horizon Europe et Erasmus+, je le dis que c'est aussi grâce au Parlement européen. Ensuite, moi, j'ai des contacts réguliers. Exemple, chaque session plénière, le mardi matin, je rencontre les coordinateurs de mes deux commissions parlementaires, ITRE et Culte. Autant vous dire que c'est à chaque fois un mini-hearing, mais ça fait plaisir de les avoir parce que justement, on ne discute pas seulement de ce qui est en cours, mais qu'ensemble, on anticipe qu'est-ce qui est nécessaire de faire. Je donne un exemple, vous parlez de conseil scientifique en ce moment-là. Vous savez que maintenant, ça fait 4 mois que le groupe de contact entre le Parlement et la Commission sur les vaccins a été créé. D'ailleurs, demain, je participe à la prochaine réunion mensuelle. C'était aussi parce que le Parlement a insisté à ce tous les débats sont publics. Le Parlement lui-même, il a déjà aussi un service de recherche. D'ailleurs, souvent, vraiment, il publie des analyses de qualité où on peut voir un regard différent par rapport aux analyses qu'on a d'autres institutions. Donc, moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de critique à faire pour le Parlement qui n'est pas engagé. Maintenant, s'il y a une nécessité à ce qu'il y ait plus de visibilité à ce qui se fait, à une meilleure coordination et une meilleure anticipation, je suis d'accord, mais c'est à nous ensemble de le faire et pas à une seule institution de faire la proposition de créer quelque chose de nouveau. Je pense que je suis plus adepte de comment on peut remplir de contenu ce que nous avons que de créer une énième coquille vide pour laquelle on se demandera pendant 2-3 ans à quoi ça va servir, qui sera responsable et combien de personnel il nous faut. Votre parole est la sagesse même. Une autre question aussi, pourquoi les États membres ne communiquent pas plus sur Erasmus et le programme Horizon Europe? Est-ce que c'est parce qu'on est au début du processus ou bien au contraire parce que chacun garde sa communication nationale dans un mauvais réflexe? Non, je ne pense pas. Je pense que les États membres, c'est maintenant qu'ils se trouvent dans un processus d'accélérer la diffusion de l'information, mais tout simplement, ils sont dans leur rôle. N'oubliez pas que ceux qui ont le rôle principal, c'est les agences nationales. Donc, c'est les agences nationales qui doivent traduire le plus rapidement, qui doivent mettre à disposition, qui doivent organiser des séminaires d'information. Mais en même temps, je pense véritablement que c'est à chacun de nous, quand on s'intéresse à un sujet et qu'on voit que sur le site de la Commission, le site de l'Agence nationale, il y a un appel à projet, chacun peut y contribuer pour que ça soit popularisé, pour que ça parvienne aux personnes qui peuvent en profiter et qui auront envie d'avoir accès. Donc, je pense que maintenant, il va falloir vraiment qu'on fasse tous notre devoir, mais c'est de notre responsabilité de le populariser. Message reçu et entendu par tous nos spectateurs. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question un peu sur cette conférence sur l'avenir de l'Europe qui a été lancée? Vous avez certainement d'abord une grande expérience des institutions européennes, mais aussi quelques idées. Comment voyez-vous cet exercice et sur quoi peut-il déboucher très concrètement l'année prochaine? C'est une chance pour nous de proposer, de voir une Europe, une Union européenne qui fonctionne prenant en compte nos besoins, nos idées et en même temps notre envie d'y contribuer. Donc je vois cela comme un exercice qu'il convient à nous de remplir de contenu et de faire quelque chose d'opérationnel et qu'on ne se perd pas de nouveau dans certains débats qui ne vont pas permettre à l'Union d'avancer. Et c'est pour cela que ce que j'attends, c'est des exemples très concrets. Je suis très contente que l'un des 10 sujets porte sur l'éducation, sur la culture, sur la jeunesse. Évidemment qu'ici, je vois un rôle
un rôle primordial, mais c'est aussi aux citoyens, c'est aussi à toutes les organisations de pouvoir les lancer, ces idées concrètes. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une Union européenne qui a des compétences dans le domaine de la culture, débattons-en. On veut que dans l'éducation, on puisse à ce moment-là parler ouvertement de la manière dont c'est fait les classements, parce que j'ai vu dans le chat, attention, je ne suis pas en train de dire que les classements qu'on a aujourd'hui sont obsolètes, nous avons vraiment des indicateurs très solides, mais il faut à ce moment-là vivre avec son temps et il faut voir comment on peut valoriser ceux qui ne sont plus uniquement dans ce cadre-là. C'est toujours dans une approche inclusive et c'est ça que je ne perds pas de vue parce que je pense vraiment qu'il faut faire un effort dans cette direction-là. Donc voilà, je le vois comme un enjeu, un véritable défi. Ce débat, c'est à nous. C'est à nous de le remplir d'idées concrètes et de quelque chose qui pourra déboucher sur une union qu'on ne jugera pas lointaine, froide et pas adéquate aux préoccupations des citoyens. Chère Madame le Commissaire, je le sais, je vous connais, vous êtes une Européenne type, exemplaire, qui avait beaucoup d'expérience dans plusieurs États membres de l'Union. Et maintenant, une grande expérience à la Commission dans deux portefeuilles différents, mais de grande ampleur. Alors, on sent à travers vos propos un optimisme que personnellement je partage, mais que nos citoyens ne partagent pas toujours. Quand on se compare avec les autres continents, nous avons toujours le sentiment qu'il faut douter. Alors ce doute, pour les chercheurs, c'est toujours le début de la création, mais pour les politiques et pour les citoyens, c'est parfois aussi, comment dirais-je, la crise que nous venons de vivre, notamment avec les vaccins, le montre parfaitement. Pendant des mois, on nous a expliqué que nous faisions tout mal et nous nous apercevons maintenant que nous allons être les numéro 1 des fabricants des vaccins, la pharmacie du monde. Comment peut-on, pour conclure, dire à nos spectateurs qu'il faut qu'ils aient confiance, qu'ils participent comme vous les invitez et que nous avons tous les atouts pour réussir? Alors, dans ce cas, je lance le défi. Ne parlons pas seulement de ce qui est décevant et de ce qui manque, parlons de ce qui inspire, de ce qui est bien et comment on peut faire qu'au niveau européen, on puisse joindre des forces et que ça puisse être une expérience de laquelle les autres peuvent bénéficier. Donc, je pense que voilà, il faut aussi quelque part changer le narratif. Il faut aussi à ce moment-là ne pas tomber dans l'optimisme béat, mais de savoir faire la part des choses. Et c'est pour cela qu'il me manque qu'on parle davantage et qu'on donne de la visibilité à nos histoires de succès européens. Le vaccin est un exemple, mais nous en avons tellement. On a parlé du cancer, où cette année, j'ai donné le prix d'une des unicornes montantes qui se trouve en Hongrie, qui permet avec l'intelligence artificielle de faire un traitement personnalisé pour chacun des patients. Nous en avons des talents comme cela dans chaque coin de l'Europe. Maintenant, ce qu'il me manque, c'est vraiment qu'on puisse leur donner de la visibilité et qu'on puisse à ce moment travailler en synergie avec les fonds, les régionaux, avec les régions pour que ça puisse arriver au maximum de personnes. À ce titre, une dernière pensée comme ça très provocative, parlons plus du nouveau Bauhaus européen. Le pacte vert, si on veut le réussir, il faut que ce soit un projet qui est centré sur l'humain, que ce soit un projet culturel, que ce soit un projet où chacun des citoyens puisse s'identifier. Et on s'identifie le plus à quoi? À l'espace où on vit, à la manière dont on se sent partie d'une communauté, la manière dont chacun chérit la culture. Et en espace de quelques mois, nous sommes passés de lancement d'un projet à maintenant des prix qu'on va donner pas seulement pour des projets existants, mais aussi une catégorie dédiée aux jeunes. Je rappelle, nous avons proposé à des jeunes de moins de 30 ans de nous donner leurs idées, comment on doit réussir avec le Bauhaus européen. Donc, je pense qu'il faudra maintenant encore plus de visibilité pour des projets comme celui-ci. Très bien, mais vous savez que nous sommes tout à fait prêts à vous donner la parole à Bruxelles, à Paris, dans les autres capitales, pour essayer de vendre vos projets, vos propositions et de mieux expliquer. Je vois dans le chat encore combien c'est nécessaire. Quand je vois que quelqu'un dit que la bureaucratie européenne est chronophage,
alors qu'en réalité, ce sont les bureaucraties nationales qui sont chargées d'appliquer les décisions prises à Bruxelles. Et donc, je pourrais donner toute une série d'exemples. Je suis à Paris ce matin. Il y a 3 fois plus de fonctionnaires dans la ville de Paris que dans toute la Commission européenne réunie. Donc, ce n'est pas un problème de bureaucratie, c'est un problème d'appartenance, de sentiment d'appartenance des citoyens. Et votre appel de ce matin à s'emparer des programmes, à participer à la conférence sur l'avenir de l'Europe, etc., doit être absolument retenu, car je crois que c'est le meilleur message. Et donc, comme j'avais promis de ne pas abuser de votre agenda et de votre temps, je vais peut-être vous laisser le dernier mot pour nous faire communiquer cet enthousiasme que vous l'avez compris. Qui vous l'avez compris. J'utiliserai ce temps pour répondre à 2 des questions parce que je vois devant mon écran aussi, il y a un budget pour la communication destinée aux citoyens lambda. Oui, y compris dans les nouvelles missions. Là, l'une des propositions était d'avoir un budget qui est dédié à l'engagement des citoyens. Je vous rappelle aussi que pour la première fois dans le Green Deal Call, nous avons introduit à ma demande un axe sur la participation des citoyens et c'était le axe qui a raflé la mise. Il y a eu le plus de candidatures par rapport à tout le reste. Donc, ça montre qu'en effet, on doit continuer dans ce sens. La deuxième chose, c'est un message pour la culture et les secteurs créatifs. Je vois des questions sur la musique parce que c'est notre DNA. C'est vraiment, c'est grâce à eux que nous avons survécu et passé par cette crise dans un état qui nous a permis de tenir. Maintenant, demain, nous allons dévoiler notre communication sur les lignes directrices pour la reprise, mais aussi du secteur. Moi, je pense qu'ici, mon message est très simple. Nous avons le programme Europe Créative, mais pour la première fois, il y a un cluster culture dans le programme Horizon Europe. Les secteurs culturels et créatifs ne pensent pas spontanément au programme Horizon Europe. Nous allons avoir une nouvelle communauté de l'innovation et de la communication avec l'Institut européen de l'innovation et de la technologie. Nous avons maintenant les plans de résilience ou peut-être en exclusivité, je partage aussi l'info, nous allons atteindre au niveau européen ce fameux seuil des 2% investis dans le secteur. Et vous savez que c'était une demande qui était très forte du Parlement européen. Donc, mon message est que c'est à nous de bâtir de nouveaux partenariats, d'utiliser les nouveaux instruments pour affirmer nos valeurs, mais aussi pour innover et saisir le moment. Jamais, jamais en Europe, nous avons eu un tel momentum pour la recherche, l'innovation, l'éducation, la culture. C'est à nous d'en faire quelque chose qui va apporter des bénéfices pour que chacun puisse les ressentir dans sa vie quotidienne, que ça ne soit pas seulement quelque chose qui est déclaratif, mais que ce soit quelque chose qui permet à chacune des régions et chaque talent dans chaque région de l'Europe de pouvoir dire « j'ai pu avancer parce que l'Europe était là au bon moment ». C'est ça l'enjeu, c'est qu'on puisse ensemble avec vous définir ces moments stratégiques tout en ne perdant pas de vue que c'est un projet et que c'est ensemble qu'il se construit. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame le commissaire Cher Maria, pour ce message vraiment positif, optimiste et pour tout ce que vous faites au sein de la Commission. Continuons à le faire partager. Vous pouvez compter sur nous et sur la Fondation Schuman pour être à votre disposition pour cela. J'ai promis de vous libérer dans votre emploi du temps très chargé. Merci encore, bonne journée et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup, Président, et merci à tous pour les questions pertinentes. J'emporterai certains avec moi pour qu'ensemble avec l'équipe, on continue à essayer d'apporter des solutions plus adéquates. Merci beaucoup. Merci beaucoup.